Voilà. Euh, alors, dans les informations préalables, vous allez avoir du coup quelques informations qui vous sont diffusées aujourd'hui. Ces informations-là ne sont pas du coup des conseils en investissement. C'est purement à titre informatif qu'on organise ce webinaire aujourd'hui. Bien sûr, les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Tout investissement, même en forêt, comporte un risque de perte en capital, etc., etc. Et puis, si jamais vous n'êtes pas certain que ces investissements dont on va vous parler aujourd'hui vous correspondent, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller voir un conseiller d'investissement financier qui sera là pour vous aiguiller. Une fois qu'on a dit ça, on va avoir plusieurs phases dans ce webinaire. Vous avez l'occasion de poser toutes vos questions. Alors, pour poser vos questions, ça ne va pas être directement dans le chat. En bas à droite, vous avez un outil question qui se trouve à droite du chat. Donc, vous avez 9 petits points. Là, il faut cliquer dessus. Et puis, en dessous, vous avez un outil qui s'appelle Des questions et vous pouvez poser une question. Donc, il ne faudra pas hésiter. On prendra un temps à la fin pour y répondre, mais n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Donc moi, je suis Gaël Berthélémé. J'ai cofondé du coup la crèmerie dont on parlera juste après. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Florent et Davor. Est-ce que vous voulez vous présenter en 1 minute chacun? 1 minute. Je commence Allez. d'abord parce que je vois que je suis au milieu. Bonjour à tous, enchanté. Donc Florence Kavinsky. J'ai cofondé la foncière solidaire et forestière Servère. Je suis ingénieur bâtiment de formation. J'ai travaillé pas mal en biodiversité sur les écosystèmes urbains et je suis ébéniste aussi. J'ai fait 3 ans d'ébénisterie pour faire des jolis meubles. Et voilà. Et donc en 2020, j'ai cofondé Servère avec 2 autres cofondateurs. Et voilà, on est là pour vous présenter tout ça avec Gaël et Davor. Je te laisse la main d'abord. Merci Florent, merci Gaël. Moi je suis Davor Simac, je suis l'un des cofondateurs du groupement forestier d'investissement à Cœur Forest. Ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille dessus et maintenant un peu plus de 3 ans que le groupement forestier d'investissement existe. Auparavant, j'ai commencé ma carrière dans les relations internationales et la diplomatie, puis j'ai fait une grande partie de ma carrière en banque, en conseil aux dirigeants, en salle des marchés, beaucoup à l'international. Et puis j'ai échappé à cet univers merveilleux, plein d'écrans, de testostérone, pour m'aérer en forêt. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Bien, merci d'abord. Justement, la forêt, c'est un peu ce qui nous rejoint du coup aujourd'hui. Et en fait, on se rejoint tous les trois avec Florent et Davor sur plusieurs constats et peut-être certains enjeux aussi. En gros, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la forêt française, alors, elle a quelques spécificités. Notamment, c'est qu'elle est relativement importante, on va dire, par rapport à la surface du territoire français. On sait qu'aujourd'hui, la forêt française, c'est un peu plus de 30% du territoire français, c'est donc 17,5 millions d'hectares. 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Je laisserai faire du coup les calculs pour ceux qui le veulent. Un terrain de foot. Un terrain de foot. Elle est aussi très diverse. On parle de plus de 190 essences d'arbres, donc espèces d'arbres, si vous voulez. Et puis, la spécificité qu'on a par rapport à nos voisins européens, c'est finalement que 75% de la surface des forêts en France sont privées. Donc, elles appartiennent en fait à des propriétaires comme vous, comme moi, des particuliers. Et donc, elles peuvent s'échanger facilement entre particuliers. Ça, c'est un peu la forêt française. Et puis, l'autre constat, c'est plutôt sur les sujets des enjeux écologiques. Aujourd'hui, en fait, la forêt, ça va être, c'est un réservoir majeur de biodiversité. Notamment, on dit que, c'est ce qu'on a mis ici à l'écran, 80% de la biodiversité terrestre se trouve en forêt. Et puis, comme tout le monde le sait, la forêt, c'est un véritable puits de carbone. Sauf que ce qu'on constate depuis les dernières années, c'est que ce puits de carbone, notamment en France, il perd chaque année en capacité d'absorption. Et ça pour plusieurs raisons, notamment des raisons liées au changement climatique, en gros au dépérissement de certaines espèces liées au changement climatique. Et aujourd'hui, en fait,
là où on se rejoint avec Florent et Davor, c'est que si on veut protéger les massifs forestiers, si on veut mettre en place des sylvicultures, dont on parlera juste après, intéressantes d'un point de vue écologique et biodiversité, aujourd'hui, le meilleur moyen de mettre ça en place, finalement, c'est de détenir les forêts et d'en assurer ensuite la gestion. Et donc, c'est un peu ça qui nous rassemble aujourd'hui en termes d'introduction. Au programme, du coup, aujourd'hui, on va vous présenter rapidement nos structures, l'idée étant pas d'y passer beaucoup de temps, mais juste que vous voyez pourquoi est-ce qu'on s'exprime sur ces sujets aujourd'hui. Ensuite, pourquoi justement investir en forêt. Et puis, on ira un peu dans le détail de quelle sylviculture mettre en place justement si on souhaite un peu maximiser les enjeux écologiques de la forêt. Après, on ira un peu sur le comment, justement, comment investir, quelle fiscalité, et puis on prendra, comme je l'ai dit, un temps pour répondre à vos questions et à vos réponses. Donc, je vous rappelle, c'est en bas, vous cliquez à droite du chat sur les 9 petits points blancs et vous avez l'outil questions qui est à disposition si vous voulez poser des questions. D'abord, est-ce que tu veux que je te laisse peut-être présenter d'abord Cœur Forest ? Allons-y, ouais, très rapidement. En fait, Cœur Forest, c'est un groupement forestier d'investissement. Alors, c'est quoi un groupement forestier d'investissement? En fait, c'est un fonds. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fonds? Plus simplement, c'est une grosse tirelire. C'est une grosse tirelire qui vise à donc collecter un maximum de sous. C'est la raison pour laquelle on a un visa, donc une autorisation de l'autorité des marchés financiers pour faire appel public à l'épargne, donc solliciter les épargnants de tout type, en réalité. L'idée, c'est d'investir en commun, d'utiliser cette tirelire pour investir en commun dans un patrimoine forestier, mutualisé, diversifié en termes de géographie, en termes d'essence, en termes de maturité, c'est-à-dire d'âge des arbres, et donc d'avoir un maximum de forêts un peu partout en France, alors sauf dans certaines régions qui ne sont pas vraiment propices à l'investissement forestier. Et voilà, depuis le début de notre aventure, on a collecté un peu plus de 15 millions d'euros. On a lancé un deuxième fonds cette année qu'on espère bientôt clôturer pour en lancer un troisième. C'est un investissement de conviction qu'on fait dans le but de protéger les forêts, de lutter à notre modeste échelle contre le réchauffement climatique et puis essayer de protéger tout ce que la forêt nous offre en plus de la production de bois. Et Dieu sait qu'il y a des choses que la forêt fait, qu'on ignore parfois, et qui ont beaucoup de valeur, et même, je dirais, plus de valeur que simplement la production de bois. Je m'arrête là. J'ajoute un mot, c'est que investir en forêt, ça offre également un certain nombre d'avantages en termes de fiscalité. On pourra y revenir si vous le souhaitez. On va y revenir. Florent, je te passe la main pour Server. Ouais, c'est globalement exactement le même principe. C'est une grosse tirelire. Avec Davor et avec Cœur Forest, on est plutôt très copains sur la méthode de gestion forestière, etc. Donc tout ce qu'a dit Davor, c'est aussi vrai pour Server. Nous, ce qui nous détache un petit peu, donc déjà on n'est pas un groupement forestier d'investissement, on est une SCA, on est une foncière, donc qui a le but d'acheter du foncier et de le gérer. On a un petit motto qu'on aime bien, c'est ensemble agissons pour des forêts vivantes. Donc ensemble, donc on a créé cette foncière ESUS, cette tirelire pour acheter des parcelles et les gérer durablement. Donc on est agréé ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, c'est un label d'État qui montre qu'on appartient justement à cette ESS, à cette économie sociale et solidaire. Et on a aussi le label Finansol, qui est un label de la finance solidaire. Donc voilà, on a un peu plus cet aspect solidaire et utilité sociale chez Server. Globalement, on collecte de l'épargne, que ce soit citoyen, que ce soit des institutionnels, et on achète du foncier forestier. Aujourd'hui, on a 470 investisseurs pour 2,3 millions d'euros d'actifs sous gestion. Et on agit pour des forêts vivantes. Là, Davor vous l'a dit, donc aujourd'hui, on a 320 hectares partout en France. On a vocation de rester en France, pareil, idem que chez Cœur Forest, sauf dans des régions qui ne sont pas très propices. On fait de la gestion durable des forêts et on a aussi ce côté citoyen. On fait beaucoup de sensibilisation où on invite tous nos investisseurs en forêt pour des visites. On fait beaucoup de sensibilisation et de pédagogie
On a aussi on n'en parlera pas du tout durant ce webinaire, mais on a aussi une association d'intérêt général qui a pour but de faire beaucoup de pédagogie auprès de l'ensemble des concitoyens français. Voilà un peu pour Cervère. Bien, merci Florent. Et pour ma part, du coup, la Crèmerie, donc nous, on est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé en investissement responsable. Donc, on accompagne nos clients notamment sur l'investissement en forêt, mais pas que. Et on a deux modes d'accompagnement, pardon. Le premier, ça va être ce qu'on appelle les consultations, qui sont en fait des sessions de conseils ponctuels où on vous aide à résoudre vos problématiques. Et puis après, vous êtes autonome dans la mise en œuvre. Et puis un autre mode qui est plutôt là pour des patrimoines assez importants, où on va mettre en place ce qu'on appelle de la gestion privée, donc en fait un accompagnement sur le long terme sur tous les volets patrimoniaux, fiscaux et puis d'investissement. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler forêt et justement d'abord pourquoi c'est si intéressant d'investir en forêt. Quand on parle d'investissement, on parle d'une terminologie un peu barbare, on parle d'actifs. Donc la forêt, si on doit la considérer comme un actif, c'est un actif qui est unique pour au moins, je dis bien au moins 5 raisons. C'est un actif qui est green et vivant et qui a un impact évident et fort sur le changement climatique ou sur l'atténuation du changement climatique. Green et vivant, la combinaison des deux est pas si fréquente. On a beaucoup d'actifs green. Les banques structurent beaucoup d'actifs dits green, souvent dans le domaine des infrastructures ou de l'entreprise. Mais il y a peu d'actifs qui sont à la fois green et vivants. Il y a des actifs vivants qui ne sont pas forcément green non plus. C'est un actif qui est réel, comme l'immobilier. Sauf qu'en forêt, il n'y a pas vraiment de vide locatif. En tout cas, on fait tout pour l'éviter. On va essayer de garder un maximum d'arbres sur pied pour maintenir toutes les fonctions de l'écosystème forestier, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas en prélever. Mais l'idée, c'est qu'il y ait toujours des locataires dans nos forêts, et que ce soit d'ailleurs les arbres ou le reste du vivant qui habite la forêt. Ensuite, celle-là, c'est le financier qui parle, c'est un actif qui est diversifiant. Je pense qu'en gestion de patrimoine, finalement, c'est un peu un principe qui vient parmi les premiers axes ou les premières bonnes pratiques pour gérer son patrimoine, c'est la diversification. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et là, en l'occurrence, l'investissement forestier, il offre cette possibilité d'aller loin de tout ce qu'on peut proposer par ailleurs en termes d'investissement, que ce soit l'investissement immobilier ou l'investissement dans les marchés financiers, actions ou autres, comme les obligations. Et enfin, c'est un actif qui est stratégique. Alors pourquoi il est stratégique? De façon évidente, la production de bois devient de plus en plus stratégique, mais il y a un aspect qu'on oublie parfois de mentionner ou qu'on méconnaît concernant la forêt et les services qu'elle nous rend, c'est que la forêt va filtrer l'eau. Et sans forêt, en réalité, il n'y a pas d'eau pure. Et sans eau, il n'y a pas de vie, en fait. Donc, c'est un véritable rôle stratégique que la forêt a et qui est accessible au marché privé. On le disait tout à l'heure, enfin tu le disais Gaël, 75% de la forêt française est privée. C'est plutôt l'inverse dans les autres pays européens. Et de facto, les actifs stratégiques, généralement, c'est l'État qui les détient. Donc là, on a cette chance-là, en tant qu'investisseur privé, de pouvoir avoir accès à un actif stratégique, de le protéger, de le développer. Et c'est tout le sens qu'on met là-dedans. Et voilà, donc c'est un actif qui est porteur de sens. La forêt, on ne la vit jamais aussi bien que quand on a les pieds bien ancrés dans la terre, un peu à la façon des racines des arbres. Effectivement, c'est comme tu le disais, hein, je le souligne parce que c'est pas si souvent que ça qu'on l'observe, d'avoir à la fois un actif qui est stratégique pour plein de sujets à la fois sociaux et écologiques et qui soit entièrement décorrélé des marchés financiers et accessible aux particuliers. Ce triptyque de accessible, diversifié, stratégique, finalement, moi en tant que gestion de patrimoine, c'est assez rare que je puisse l'avoir. Voilà, je voudrais à souligner ce point particulièrement. Florent, tu voulais rajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Non, c'est parfait. Simplement, on peut faire la transition. Comme du coup, on est propriétaire forestier, on a de grandes responsabilités.
et notamment de qu'est-ce qu'on fait de la forêt et donc quel type de gestion forestière on va adopter. Il y en existe d'innombrables en fonction des sols, des essences en place, de ce qu'on veut comme produit du bois pour l'industrie derrière. Là, je vous en ai mis 4, on va les passer rapidement en revue, mais c'est vraiment pas du tout exhaustif. Donc, 4 exemples. La plantation coupe-rase. Globalement, on peut rapidement faire le parallèle avec un champ de maïs. Un champ de maïs, vous plantez en début de saison, vous arrosez, vous récoltez en fin de saison et vous avez le même produit qui sort du maïs. Et ben là, globalement, la plantation coupe-rase, on vient tout raser, on plante, alors pas en début de saison, mais en début de saison qui dure entre 30 et 45 ans. Globalement, les arbres grandissent en 45 ans. Et ensuite, vous coupez tout avec des énormes machines, vous détruisez les sols et vous récoltez le même produit. C'est souvent du résineux, donc les avantages et inconvénients. Avantage, il y a une production de bois qui est adaptée à l'industrie, parce qu'on a planté pour s'adapter à l'industrie. Et sur de la plantation, il y a quand même beaucoup de subventions, donc c'est quelque chose qui est assez... quand tout se passe bien, le TRI est assez important. L'inconvénient, en fait, c'est qu'on ne permet pas à la forêt d'assurer tous les services écosystémiques. D'abord, vous parlez de filtration de l'eau, il y en a beaucoup d'autres. Et tous ces services sont indispensables à la vie humaine et à la vie globale sur Terre. Donc, on est sur un modèle qui est discutable. En tout cas, avec d'abord, nous, on le discute. C'est pour ça qu'on est là. Ensuite, on a une futée régulière. Donc là, sur la photo, vous pouvez voir les arbres, ils ont tous la même taille, ils ont tous le même diamètre. Alors, c'est plus des résineux, on est sur du feuillu, on est sur du chêne. Ça reste de la monoculture, puisqu'en termes d'âge et d'essence, on est sur les mêmes âges et les mêmes essences. En revanche, sur le cycle de croissance, c'est un peu modifié. On va pas planter sur la dernière récolte de ces arbres. On va récolter, on va dire 9 arbres sur 10, et on va laisser un ou deux arbres, donc on va vraiment éclaircir la parcelle qui sera très exposée à la lumière, et on va laisser quelques arbres, et ces arbres sur du chêne, parce que là, par exemple, c'est du chêne, il va y avoir des énormes glandés, donc les arbres vont donner des glands et vont les mettre au sol, naturellement, tous en même temps, sur une ou deux saisons. Et à la fin de cette une ou deux saisons, en fonction du tapis de petits chênes qu'on a qui auront repoussé, on vient couper tous les arbres qui restent, et on est reparti pour un cycle. Alors sur du chêne, c'est des cycles de 100, 150, 200 ans. C'est aussi un mode de gestion qui peut être haute sur d'autres essences que du chêne. Mais globalement, voilà, ça reste de la monoculture, mais on est un petit peu moins agressif sur les sols. Avantage, du coup, pareil, production de bois adapté à l'industrie. Il n'y a pas de plantation, donc c'est un peu mieux. Inconvénient, on reste sur une monoculture, donc c'est un peu moins intéressant pour la biodiversité, puisqu'on a toujours le même arbre, le copier-coller sur la parcelle. Ensuite, la SMCC, on va le voir juste après, mais SMC, ça veut dire sylviculture mélangée à couvert continu. C'est ce qui nous intéresse avec d'abord, donc je vais le voir juste après avec la slide d'après. Et ensuite, libre évolution. Donc là, c'était vraiment des forêts totalement naturelles. Je ne sais pas si on peut mettre ce mot sur ces forêts, puisqu'elles ont été transformées par l'homme depuis des générations et des générations. Toujours est-il qu'il n'y a pas d'intervention humaine dans cette forêt. On ne prélève pas de bois. Les avantages, donc tous les services écosystémiques dont on va parler plus tard, sont réalisés et c'est super. L'inconvénient, c'est qu'on ne sort pas de bois. Et donc là, c'est un peu l'ébéniste qui vous parle, mais globalement, le bois, c'est quand même un super matériau dont on a besoin pour faire notre transition écologique à l'échelle humaine. Et donc, c'est quand même aussi bien de produire du bois. Voilà. Donc, globalement, voilà un petit peu 4 exemples. Nous, ce qui nous intéresse avec d'abord, c'est qu'on souhaite produire du bois tout en préservant ces fameux services écosystémiques. Et donc, on s'intéresse à la SMCC. Alors, qu'est-ce que c'est la SMCC ? Je te laisse passer, Gaël. Arrivé dans le... Tu la vois ? Non, je la vois pas, mais je la connais, c'est pas grave. Elle est affichée là ? Oui. Ça, c'est bon, hein ? Ah oui, elle est. Okay, pardon, je la vois pas, c'est bizarre. Je la reprends, pardon. Donc SMCC, c'est sylviculture mélangée à couvert continu. Mélangée, on mélange les essences et l'âge des arbres. Et à couvert continu, ça veut dire qu'il n'y a pas de coupe massive. On fait vraiment des coupes, on vient prélever 5, 10, 15% maximum de la forêt tous les 7, 10, 12 ans. Et donc, on prélève uniquement ce que la forêt peut produire.
Cette sylviculture, elle permet plein de choses. Déjà d'avoir globalement que des avantages. Donc, elle remplit de manière durable et rentable ces fonctions. Là, on parle de fonctions socio-économiques. Tout à l'heure, on parlait de services écosystémiques. C'est un peu la même chose. Là, on a rempli vraiment avec le mot sociaux, c'est-à-dire que quand vous faites une randonnée en forêt, eh ben, vous êtes dans une forêt, vous avez ce bien-être. Donc voilà, il y a ce côté social dessus. Mais voilà, on est du coup sur quelque chose où la forêt remplit ses fonctions malgré le fait qu'on l'exploite. Ensuite, on minimise les risques, puisque si on mélange les essences et l'âge des arbres, eh ben, écologiquement, typiquement pour les feux, le vent a beaucoup moins de facilité à rentrer dans les forêts, le sol est beaucoup plus humide, donc le feu a beaucoup moins tendance à s'infiltrer dans ces forêts-là. Économiquement, c'est pareil. Typiquement, si on a 10 essences qui ont chacune 10% du couvert forestier, eh ben, s'il y a une maladie sur une essence, on va perdre simplement 10% de la valeur de la forêt, mais les 9 autres les 90 autres pourcents, pardon, vont être là pour reprendre un petit peu et donc réduire ce risque économique. On s'appuie sur des processus naturels, puisqu'on ne vient pas planter, à part, alors nous chez Servair, on ne l'a jamais fait, on ne s'interdit pas, mais typiquement, on ne fait pas appel à de la plantation, puisqu'on fait appel à la régénération naturelle, où les arbres se régénèrent naturellement, ils posent leurs graines au sol et ça reprend naturellement. Donc voilà. Et ensuite, on se place vraiment à l'échelle de l'arbre et non du peuplement. Ça, c'est très important à comprendre. Gaël vous l'a dit en début de webinaire, on a beaucoup de propriétaires forestiers, il y a un grand morcellement. Et globalement, sur une petite parcelle de 5000 m², 1 hectare, le coût de faire venir un forestier, un bûcheron, un débardeur, un camion pour prendre la petite récolte sur le petit hectare qu'on a, tout ça pour prendre 10% de la forêt, donc on va dire 20 mètres cubes de bois, c'est absolument pas rentable. Donc globalement, ce que font les propriétaires de forêt quand ils ont des petites parcelles, eh bien, ils rasent tout et ils replantent. Là, avec ce qu'on fait avec ce que Cœur Forest fait, ce que Servair fait, c'est vraiment d'être vraiment à l'échelle de l'arbre, regarder le plan de gestion qu'on a, quel arbre on veut privilégier, etc. Et on regarde autour qui gêne, pourquoi, comment, et on vient vraiment sélectionner les arbres qu'on veut prélever. Et on a vraiment cette approche très fine de notre forêt. Voilà. Un petit schéma pour présenter un petit peu cette sylviculture-là. Voilà, merci Gaël. Donc là, on a vraiment un schéma basique de la forêt et on veut montrer que chaque arbre a sa valeur et a son utilité dans la forêt. Donc de gauche à droite, on a l'arbre de production. Typiquement, on a décidé que cet arbre, il était beau, il était grand, il était droit, il correspond à ce que veut l'industrie. Donc, on va le protéger et on va le faire grandir jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine maturité. Donc ça, c'est l'arbre de production. Ensuite, on a le sous-étage. Cet arbre de production et tous les arbres ont planté leurs graines. Et du coup, la forêt, globalement, c'est un combat à la lumière. C'est-à-dire que chaque arbre va se battre pour avoir le plus de lumière possible, puisque s'il a de la lumière, il va pouvoir grandir. Donc ce sous-étage, il n'a pas de lumière, puisqu'il est, vous voyez, il est enfermé entre l'arbre de production et l'arbre semencier. Et donc, il va être en attente. Et dès que l'arbre de production va être à maturité, on va le couper. Et il y aura ce sous-étage qui sera là pour prendre le relais et pour faire de futurs arbres de production. Ensuite, il y a l'arbre semencier. L'arbre semencier, c'est soit un arbre de production qui a atteint sa maturité et qu'on laisse quelques saisons de plus, soit, il y a très très peu de chênes dans notre forêt. Nous, on veut diversifier les essences. Donc, on garde ce chêne, il va faire ses glandés, il va faire des petits chênes, et on garde ce chêne pour qu'il puisse reproduire et apporter une différenciation, une autre essence dans la forêt. Ensuite, on a des arbres gainants et protecteurs. Il y a des arbres de production, le combat à la lumière toujours. Gainant, pourquoi ? Parce qu'on va garder ces arbres qui vont générer de l'ombre autour des arbres de production. Et donc, l'arbre de production va aller chercher la lumière par le haut. Et donc, on va avoir, là, on voit un arbre vert clair à droite de l'arbre gainant et protecteur. C'est un futur arbre de production. Il est beau, il est bien droit. Il est encore très jeune.
mais il va être gainé par cet arbre aux alentours pour faire un super matériau et faire une super poutre plus tard. Et protecteur, vous voyez, hein, il y a un tracteur forestier ici, il est là pour débarder, ou en tout cas pour faire des travaux sylvicoles dans la forêt. Et donc, souvent, eh ben, ces gros engins, ils peuvent frotter, ils peuvent abîmer les arbres, et donc on laisse cet arbre protecteur pour préserver l'arbre de production. Et enfin, le dernier, un arbre de biodiversité. Il n'y a rien de plus vivant en forêt qu'un arbre mort. Un arbre mort sur pied, donc là vous voyez, il n'a plus de houppier, un arbre rouge. Il est mort sur pied, mais il va servir d'habitat à tout un tas d'oiseaux, etc., qui vont pouvoir faire leur nid dedans. Et ensuite, cet arbre de biodiversité, au bout de 10, 15, 20 ans, il va être suffisamment mangé, il va tomber au sol. Et là, c'est encore un autre écosystème qui se produit. Les oiseaux, c'est beaucoup trop dangereux d'être au sol, donc ils vont partir et ils vont laisser place à d'autres types de biodiversité, des insectes, des champignons, etc. Et ils vont se décomposer petit à petit pour refaire de l'humus. Et donc, c'est hyper important de garder ces arbres de biodiversité qui sont absolument pas rentables en termes économiques, mais qui sont extrêmement importants pour la biodiversité et le sol forestier. Voilà. Donc, je vais dresser un petit peu ce qu'on défend avec Davor. J'ai vu qu'il y avait plein de questions dans le chat. J'espère qu'on va pouvoir y répondre en fin de webinaire. Mais voilà, pour le côté un peu technique de ce qu'on fait en forêt, Davor, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Je vais juste revenir parce qu'il y a eu une question là-dessus sur les risques et souligner le fait que le mélange d'essence diminue l'ensemble de ces risques, des risques principaux qui concernent la forêt. Que ce soit l'incendie, tu l'as souligné, le coup de vent ou la tempête, et j'ajoute par rapport à ce que tu as dit que effectivement le vent s'engouffre moins facilement dans ces forêts-là, mais il y a aussi, à travers le mélange, différents systèmes racinaires. Il y a des systèmes racinaires qui sont traçants, qui sont superficiels et qui s'étendent assez largement, et puis d'autres qui sont plus profonds, qui se basent sur un pivot notamment. La combinaison de ces deux types de systèmes racinaires rend l'ensemble de la forêt plus résiliente face au vent. Je reviens également sur le risque, troisième type de grand risque, donc incendie, vent et risque phytosanitaire de santé. Les arbres comme nous peuvent tomber malades. Et ce qui est bien, en quelque sorte, dans la forêt, c'est que chaque arbre a son propre problème. C'est comme moi, quand je tombe malade, j'attrape la grippe. Mon chien, il n'attrape pas la grippe. C'est la même chose. Si j'ai un épicéa et ses petits copains à côté, c'est un chêne, un châtaignier, un pin maritime, l'épicéa qui a un problème, il ne va pas contaminer ses petits copains à côté. Ça va nous donner à nous, forestiers, le temps de réagir et donc de traiter ce problème rapidement pour éviter la contamination d'autres épicéas qui se situent un peu plus loin. Et quand on est dans une forêt qui est monoculture, là, effectivement, on a une contamination qui se fait à une vitesse folle, exponentielle, et donc c'est prendre beaucoup de risques. Donc le mélange, c'est vraiment la réponse à pas mal de risques. Et enfin, il y avait une question sur les incendies en particulier. Je voudrais souligner que l'année 2022, c'était une année où il y a eu beaucoup d'incendies. Ils étaient quand même très localisés dans les Landes de Gascogne, avec une sylviculture très particulière, hein, que du pin maritime, que de la plantation. L'ensemble de ces incendies qui étaient effarants, je veux dire, on a entre 60 et 80 000 hectares qui sont partis en fumée. C'est beaucoup, mais ça représente néanmoins que quelques 0,3-0,4% de la forêt française, de la surface forestière française. Donc, il faut réussir à le rapporter aussi à l'ensemble de la surface de la forêt française. La forêt française se porte plutôt bien. Gaël le disait en début, 17,5 millions d'hectares. Il faut se souvenir qu'à la fin des guerres napoléoniennes, on était tombé à 9 millions. Donc finalement, on est sur une surface forestière qui s'agrandit en France. Il y a d'autres challenges, d'autres enjeux, d'autres défis que rencontre la forêt, mais d'un point de vue de la surface, on est plutôt pas mal. Est-ce que vous savez, parce que c'est une question qui est posée dans le chat, quelle est la proportion de surface en SMCC du coup en France, donc en sylviculture mélangée à couvert continu? C'est compliqué de répondre. Ouais, difficile de savoir parce qu'on n'a pas vraiment de statistiques qui sont faites. On peut essayer de se référer, mais j'ai pas les derniers chiffres de ProSylva. ProSylva France est une association qui promeut cette sylviculture depuis très longtemps, qui est vraiment le pionnier de cette sylviculture-là, et puis le grand sachant également de cette sylviculture-là. Elle réunit des gestionnaires forestiers, des experts forestiers
qui travaillent sur ce sujet-là pour le promouvoir et puis gérer les forêts de cette façon-là. Et plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'hectares qui sont gérés de cette façon-là, mais donner une proportion aujourd'hui, c'est difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que ça progresse régulièrement et que c'est une sylviculture qui est une sylviculture très minoritaire est en passe de devenir une sylviculture mainstream. Et on peut que s'en féliciter. Et donc, il faut continuer de la promouvoir et de la pousser parce que c'est une sylviculture qui est intelligente, économiquement, patrimonialement et écologiquement, évidemment. Ok, il y avait d'autres questions, mais si vous voulez, je vous propose qu'on se les garde plutôt pour la fin. Et puis qu'on avance sur la partie, du coup, service écosystémique. Ah, ouais, on attaque le cœur. Alors, en fait, cette slide-là, elle a vocation à vous montrer de façon assez visuelle, mais pas exhaustive, tous les services que nous rend la forêt. J'ai vu dans le chat une question sur la filtration de l'eau. Est-ce que c'est pas plutôt le sol qui fait la filtration de l'eau? Oui, le service eau qu'on voit ici au milieu en vert foncé, en fait, le sol forestier filtre l'eau, oui, mais la canopée va capter l'eau. Le sol va la retenir un peu à la manière d'une éponge et la filtrer tout doucement pour la redistribuer à la fois dans les eaux de surface et dans les nappes phréatiques. Je mets ça à part, c'était pour répondre à la question. Grosso modo, cette slide est là pour vous montrer quoi? Qu'aujourd'hui, quand on envoie un expert forestier évaluer une forêt, mettre un prix dessus, il va regarder deux facteurs principaux et ils sont à gauche sur cette slide. Il va regarder le prix du sol et pour cela, il va se fonder sur le prix du sol des terres agricoles alentour, il va se mettre plutôt en bas de fourchette, et ça va compter pour 20% du prix de la forêt à peu près. 80% du prix de la forêt, c'est le bois qui pousse dessus. Et là, on évalue le volume de bois qu'il y a pour chaque essence, donc le volume de chêne, le volume de châtaignier, le volume de hêtre, de pin maritime, et puis on multiplie chaque volume par le cours de l'essence en question. Donc on multiplie le volume de chêne par le cours moyen du chêne. On additionne les deux, le prix du sol et le prix du bois qui pousse dessus, et grosso modo, on a la valeur vénale, donc l'estimation, le prix de la forêt. Et ça correspond à peu près 5 000 € par hectare en moyenne. C'est une moyenne, donc ça veut un peu rien dire, mais en tout cas, c'est un indicateur qui nous permet d'approcher le sujet de façon rationnelle. Donc aujourd'hui, en France, en moyenne, l'hectare de forêt vaut 5 000 €, mais sur la base uniquement du sol et du bois qui pousse dessus. Or, la forêt nous rend plein d'autres services. La séquestration de carbone est l'un d'entre eux, de façon évidente, mais on peut se rappeler nos cours de sciences naturelles quand on était petit. La forêt capte du carbone. Comment elle le fait? En fait, elle pompe de l'eau grâce aux racines de l'arbre. Cette eau et ces sels minéraux sont envoyés jusque dans les feuilles. Et au sein des feuilles, il y a un miracle qui se produit grâce au chloroplaste, qui s'appelle la photosynthèse, grâce à la lumière également. La feuille va capter du CO2, elle va avoir de l'eau également en son sein. Dans cette réaction chimique, il y a du dioxygène qui est libéré. Le carbone, lui, reste piégé dans la feuille, mélangé à l'eau. Ça donne des molécules de glucose, de sucre donc, qui repart en sève élaborée et redistribuée dans tout l'arbre, y compris jusqu'aux racines, pour continuer de les développer, pour qu'elles puissent continuer de prospecter. Séquestration de carbone, c'est ça, en fait, dont on parle quand on considère la forêt et le rôle de la forêt comme puits de carbone. Florent, est-ce que tu peux nous dire un mot de la biodive? Ouais, alors là, je vois surtout que c'est marqué service monétisable. Donc aujourd'hui, il y a des crédits carbone qu'on peut aller chercher grâce aux forêts. En termes de biodiversité, évidemment, donc comme Gaël l'a dit, 80% de la biodiversité terrestre, donc il faut enlever tout ce qui est flotte, se trouve dans les forêts. Donc vraiment, la forêt est l'habitat de la biodiversité terrestre. Que ça soit donc biodiversité, souvent on pense aux loups, aux sangliers, etc. Voilà. Il faut vraiment savoir que le sol, notamment les sols forestiers, est rempli d'espèces qu'on ne connaît pas encore et ce qui produit une immense partie de la biodiversité dont on ne soupçonne même pas. En termes de crédit biodiversité, c'est pas encore très développé, c'est très compliqué à mesurer, puisque comme je viens de vous le dire, il y a beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas, et surtout faire rentrer la biodiversité dans un tableur Excel. Alors c'est très controversé, et puis c'est extrêmement compliqué.
Du coup, il n'y a pas vraiment de marché à l'échelle européenne ou française, et c'est souvent des demandes privées, soit d'entreprises privées, soit des appels à projets. Typiquement, chez Server, on a décroché un appel à projet qui s'appelle Nature Impact, du WWF, sur une forêt dans le Puy-de-Dôme. Et globalement, comment ça fonctionne? C'est qu'on s'est engagé sur une durée de 99 ans, sous notaire, à faire déjà une partie de la forêt en libre évolution, donc quelques hectares en libre évolution, à conserver ensuite 4 arbres habitat par hectare, c'est-à-dire que les arbres habitat porteurs de biodiversité, qui n'ont pas vraiment de monétisation, enfin en tout cas pour le propriétaire forestier, c'est des arbres qui sont très biscornus, du coup qui sont avec plein de branches mortes, de trous, etc., qui sont hyper porteurs de biodiversité, mais qui n'ont aucune valeur économique. Du coup, on va conserver ces 4 habitats par hectare, et ensuite, on va réaliser sur l'autre partie de la parcelle une sylviculture très douce, et on va mesurer tout ça sur 99 ans, avec des relevés faune flore, etc., à l'aide d'écologues, pour voir un petit peu. Et globalement, en termes de biodiversité aujourd'hui, on sait qu'il faut absolument la préserver, qu'il faut adapter la sylviculture pour la préserver, mais c'est extrêmement difficile de mesurer tout ça. Et donc là, on s'engage, nous, à le mesurer. Et c'est des très bons indicateurs pour faire un peu évoluer la science et les expériences sur ces indicateurs-là. Voilà. Alors, l'eau, j'en ai... Ouais, vas-y. Pardon, ouais, je propose d'enchaîner avec les autres services pour essayer d'arriver à une conclusion, parce qu'il y a une logique dans tout ça. L'eau, on en a déjà parlé. Je voulais simplement donner l'exemple de la valorisation de ce service écosystémique. On peut se dire, mais bon, carbone, il y a un marché, donc on sait que dans les projets label bas carbone, on va vendre la tonne de carbone à 37 € par tonne. Le bois, on sait à combien ça se vend. La biodiversité, Florent en parlait, ça va être plutôt au cas par cas. Il n'y a pas encore de marché vraiment constitué, où il y a une offre et une demande qui se confrontent régulièrement. Les autres services qui sont ici en vert foncé, il n'y a pas de marché à proprement parler. Il y a eu quelques transactions, des bons exemples en termes d'eau. La ville de New York a travaillé dessus. Des points de captage d'eau de Vittel ou Evian ont fait l'objet de transactions concernant l'eau. Mais comment on approche la valeur de service écosystémique, la valeur économique, en se disant une forêt a une emprise au-dessus d'une nappe phréatique et elle contribue à l'eau qui est filtrée, à la filtration de l'eau qui se trouve dans cette nappe phréatique. On sait si on pompe dans cette nappe phréatique et pour quels usages. Est-ce que c'est pour de l'eau potable, de l'eau pour des usages agricoles? Et donc, on sait aussi ce que nous facturerait un Veolia pour 1 mètre cube d'eau filtrée à cette qualité. Et donc ça, c'est une façon d'approcher la valeur du service écosystémique filtration de l'eau rendu par cette forêt. Alors, c'est une valeur économique, mais c'est un service qui est réel. Même s'il est payé par personne, même s'il est gratuit en quelque sorte, c'est une valeur économique réelle. Je te laisse dire un mot du sol, Florent. En termes de sol, on en a déjà pas mal parlé. Juste pour rappel, le sol, c'est vraiment l'appareil digestif qui est capable d'absolument tout digérer, tout ce qui tombe dessus. C'est vraiment génial. C'est l'un des plus gros facteurs du cycle du carbone, puisqu'il y a ces feuilles qui sont du carbone, qui sont du carbone, mais pas encore justement digérées. Et donc, le sol va le digérer grâce à plein de micro-organismes. Donc, la forêt se mange elle-même et se nourrit elle-même. C'est vraiment un circuit fermé qui est étonnant et qui est absolument génial. Et donc, le sol, comme service, qu'est-ce qu'il rend? Il y a une grosse prévention sur l'érosion. Il y a dès qu'on fait une coupe rase, globalement, en fait, tous les nutriments, etc., ils ruissellent, ils viennent asphyxier les cours d'eau et ils vont directement à l'océan. Donc voilà, donc les racines des arbres et aussi les systèmes mycorhiziens, donc tout ce qui est champignons, symbiose, on pourrait en parler des heures avec Davor, c'est pas le sujet ici, mais globalement, tous ces systèmes racinaires stabilisent le sol, limitent le ruissellement et empêchent vraiment la perte de particules fines et de nutriments vers les océans en bout de chaîne. Donc c'est extrêmement précieux. Et aussi, voilà, stockage de l'eau, un sol en bonne santé, c'est vraiment une éponge, c'est un sol aéré qui vient stocker de l'eau. Donc tout ça est un peu relié. Je ne sais pas si tu as un exemple d'abord pour essayer d'approcher une monétisation
du service sol? Oui, là, en fait, le rôle lutte contre l'érosion, il est particulièrement important dans les communes de montagne, par exemple. Donc, imaginons 2 communes de montagne qui se trouvent dans des situations analogues, et l'une a une forêt de protection au-dessus d'elle et l'autre n'en a pas. En fait, celle qui a une forêt de protection, elle va la protéger contre les risques d'avalanche, de chute de pierre, et les primes d'assurance qui seront payées par la commune pour se couvrir contre ces risques-là seront bien moindres que celle qui n'a pas la forêt de protection. Et donc, le delta, la différence entre les primes d'assurance payées par ces 2 communes-là, eh bien, ça peut représenter la valeur économique du service écosystémique, lutte contre l'érosion liée à la forêt. Je vais vous parler 2 secondes de la régulation du climat. C'est différent de la séquestration de carbone. C'est un autre rôle et une autre fonction de la forêt. C'est juste parce qu'il fait plus frais et plus humide dans une forêt. Et donc, le vent circulant dans cette forêt et allant plus loin joue un rôle de climatiseur en réalité pour tous les alentours. Ensuite, je vais vous dire un mot sur le rôle de santé également, qui est de plus en plus documenté. La forêt, ça fait du bien à la santé mentale des gens. On pourra en parler longuement, mais maintenant, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui le démontrent. Et évidemment, la santé physique est également un des services que la forêt nous rend, puisque c'est dans la forêt, en partie, que l'industrie pharmaceutique va puiser son inspiration, copier des molécules ou en trouver qu'elle peut utiliser pour nous soigner. Laurent, peut-être un mot sur quelques autres services? En termes de loisirs, tu parlais de la santé, c'est hyper relié encore une fois. La randonnée, le vélo, le sport, en fait, donc déjà, avoir une forêt près de chez soi, c'est hyper utile puisque vous pouvez y aller directement à pied. D'abord, tu me parlais typiquement, moi, si je veux aller en forêt de Meudon, je vais payer un ticket de métro, un ticket de bus pour aller en forêt de Meudon, alors que parce que j'ai pas j'habite à Paris et donc j'ai pas une forêt proche de chez moi en accès libre, facile. Donc voilà pour la monétisation. Et en fait, on peut relier vraiment ça à la santé mentale, à la santé physique. Avoir une forêt près de chez soi, on randonne, on fait du vélo, on fait du sport et mentalement on se sent mieux. C'est des coûts de médecins, de psychologues en moins, etc., etc. Et plus tard, quand on sera vieux, des coûts d'hôpitaux en moins puisqu'on n'aura pas développé des maladies pathogènes dues au non-sport et à la non-bonne santé mentale grâce aux forêts. Alors, on a passé un peu de temps sur cette slide-là. J'espère que ça vous a intéressé. Mais pourquoi on a passé du temps là-dessus? La conclusion, c'est de dire, si on ajoute la valeur économique de tous ces services écosystémiques, pour 1 hectare de forêt, on arrive à au moins 35 000 € par hectare. Ce chiffre est issu d'une étude faite par le Centre d'analyse stratégique français. Elle date d'il y a maintenant quelques années. Il y a d'autres études qui suggèrent, et qui sont plus récentes, qu'on pourrait être à 80 000 € par hectare en termes de valeur globale des services écosystémiques accordés par la forêt. Alors l'idée, c'est pas de mettre un chiffre pour mettre un chiffre, mais c'est juste que ça va conditionner notre gestion. C'est la raison pour laquelle, avec Cervère et Cœur Forest, on a choisi d'adopter la sylviculture mélangée à couvert continu. Pourquoi? Parce que vous vous rendez bien compte que si moi, je suis propriétaire d'1 hectare de forêt et que je décide que j'ai besoin d'un peu d'argent et que je vais faire une coupe rase pour récupérer les 5 000 € de bois qu'il y a dessus, et malheureusement, j'ai détruit tous les autres services écosystémiques dont j'étais le gardien, peut-être gratuit, mais dont j'étais le gardien pour la communauté. Donc, il n'y a plus de séquestration carbone quand on a fait une coupe rase, il y a même un relargage de carbone. Il n'y a quasiment plus de biodiversité, à part quelques insectes xylophages qui restent pour manger les souches. Il n'y a plus de filtration de l'eau, il y a de l'évaporation. Il n'y a plus d'enrichissement de la qualité du sol, puisque exposé aux rayons UV, le sol va se minéraliser, s'appauvrir. Il n'y a plus de régulation du climat, il n'y a plus de loisirs, il n'y a plus de santé. Bref, on a annihilé, en réalité, en captant 5 000 € de valeur bois, on a annihilé 30 000 € de valeur dont on était le gardien pour la communauté. Donc, d'un point de vue économique, d'un point de vue citoyen, c'est une absurdité, c'est une aberration de faire ça. Mais d'un point de vue patrimonial aussi, parce que moi, ayant fait ça, j'ai obéré ma capacité à aller chercher demain des revenus additionnels sur la séquestration de carbone, potentiellement sur de la biodiversité, et moi, j'en suis convaincu, un jour, sur l'eau, compte tenu de la rareté croissante de cette ressource et du côté stratégique de l'eau. Donc, c'est une absurdité patrimoniale. Et enfin, de façon évidente, c'est une absurdité écologique. Et la sylviculture mélangée à couvert continu, elle répond, en fait, à cette problématique de maximiser et d'optimiser la valeur économique qu'on va réussir à capter de la forêt. Alors, sans coupe rase, donc il n'y a pas un gros coup de cash, on va capter des flux plus régulièrement. Et il y avait une question dans le chat
En fait, on gagne au moins aussi bien notre vie dans un schéma sylviculture mélangée à couvert continu que dans un schéma qui se finit par une coupe rase. Donc économiquement, c'est plus intelligent. Patrimonialement, je le disais, c'est plus intelligent et écologiquement, c'est plus intelligent. Voilà, s'il y a peut-être un message à retenir aujourd'hui, c'est ça. Merci beaucoup d'abord. Et moi, j'ai la lourde tâche du coup d'enchaîner, de répondre à la question comment. Comment est-ce qu'on va investir dans ces forêts? Avant ça, je veux juste rajouter un élément pour terminer sur le pourquoi investir en forêt, plus d'un point de vue du coup d'un investisseur ou d'une investisseuse. Il faut voir que la forêt est à la croisée, enfin c'est une combinaison de 3 performances. Performance financière, on a commencé à en parler, d'avoir en parlé aussi juste avant. Le chiffre qu'il n'a pas cité, mais qui était déjà présent sur la slide d'avant, c'est l'évolution du prix des forêts dans le temps. Aujourd'hui, on est à peu près à 3% par an sur les 25 dernières années. Donc en gros, ce qui fait globalement un x2 sur 25 ans. C'est un tout petit peu en dessous de l'évolution du marché immobilier, mais c'est pas inintéressant, bien au contraire, d'un point de vue patrimonial. On a la performance fiscale. Il faut savoir que l'État français aide beaucoup les particuliers à investir en forêt, que ce soit à l'acquisition, à l'usage ou à la transmission, et j'y reviendrai juste après. Et puis la performance extra-financière, on en a beaucoup parlé juste avant avec Florent et Davor. Il y a effectivement encore beaucoup de services écosystémiques qui sont soit partiellement monétisés, soit pas du tout monétisés pour l'instant et qui pourraient demain apporter une plus-value au-delà de tout ce qui est plus-value d'usage sur les loisirs, le fait d'aller en forêt, etc. Et alors justement, comment investir en forêt? Je vous ai mis ici les 4 principaux moyens, véhicules entre guillemets, pour investir en forêt. Vous avez du coup la détention directe. Comme en immobilier, vous pouvez très bien acheter une forêt à un particulier et puis la gérer vous-même. Vous avez ce qu'on appelle les groupements fonciers forestiers. Donc là, l'idée est plutôt de se mettre à quelques-uns pour acheter une forêt. On va être limité en nombre d'investisseurs dans le groupement foncier forestier. Donc ça ressemble plus, pour ceux qui sont familiers à l'immobilier, au SCI familial, Société Civile Immobilière, donc qui vous permettent d'investir. Vous avez le GFI, donc c'est typiquement le type d'investissement que propose Cœur Forest. Donc là, on n'est pas limité en nombre d'investisseurs, donc du coup, on peut aller beaucoup plus loin, investir dans des surfaces beaucoup plus importantes et puis diversifier encore davantage son investissement. Je détaillerai un peu d'autres avantages et inconvénients aussi juste après. Et puis, on a du coup les SCA ou sociétés en commandite par action, donc ce qu'on appelle dans le milieu les foncières. Et ça, c'est typiquement ce que propose Florent, où pareil, là, on est moins limité en termes d'investissement. GFI, si je dois donner une comparaison par rapport à ce qui se fait en immobilier, c'est plutôt comparable à des SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier, pour ceux qui connaissent. Dans tous les cas, pour savoir en fait finalement vous où est-ce que vous allez investir, il y a 4 grandes questions à se poser. Déjà, la première, c'est pour quel objectif ou pourquoi est-ce que vous voulez investir finalement? Est-ce que c'est pour une question d'usage? Est-ce qu'en fait vous voulez vous rentrer dans votre forêt, vous promener, aller à la quête aux champignons, peu importe. Est-ce que vous y investissez dans une logique de transmission, de transmettre quelque chose à quelqu'un plus tard? Est-ce que vous investissez pour des raisons écologiques, pour des raisons fiscales, etc. En fait, en fonction de ces raisons-là, vous allez avoir certains placements qui vont être plus intéressants que d'autres. Et puis après, il y a des questions un peu plus classiques, pour quel montant, quel horizon de temps. Et puis, une question que souvent on ne se pose pas quand on investit, mais qui pour moi est primordiale, c'est combien de temps vous voulez y consacrer. Typiquement, c'est comme en immobilier, si vous allez acheter un appartement en direct et que vous voulez absolument pas déléguer la gestion de l'appartement, très bien, vous allez y passer un certain nombre d'heures à gérer les locataires, etc. Sur la forêt, de la même manière, si vous allez détenir directement votre forêt, il va falloir gérer certaines contraintes administratives et puis même gérer la gestion forestière de la forêt. Donc, comme on parlait tout à l'heure avec Florent et puis d'abord, appeler un bûcheron, appeler un débardeur, appeler quelqu'un pour venir récupérer le bois, etc. Ça, c'est à vous de le faire si vous êtes en détention directe. Continue un peu sur les grands principes derrière chaque type d'investissement. En gros, je vous ai mis un peu par grande thématique les avantages, inconvénients à chaque fois.
Si on regarde la détention directe, l'avantage clair de la détention directe, c'est que vous êtes vraiment en pleine propriété de votre parcelle et du coup, ça vous donne aussi sur la partie gestion forestière des décisions libres sur l'exploitation et la gestion. Libre dans les contraintes légales, bien sûr, mais en tout cas, si vous voulez mettre en place de la libre évolution, libre à vous, si vous voulez mettre en place de la SNCC, libre à vous, etc., etc. Dans les contraintes, du coup, j'en parlais juste avant, mais on va avoir une gestion qui va être administrativement un peu plus lourde. Vous êtes seul à bord. Vous avez également un montant d'investissement initial qui peut être assez important. D'avoir cité tout à l'heure le prix moyen des forêts qui est autour de 5 000 € l'hectare. Donc, si vous voulez avoir un massif de quelques hectares, voilà, on part tout de suite de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et puis, le risque va être plus concentré, puisque finalement, vous êtes sur un seul massif, éventuellement une forêt qui est assez restreinte. Et donc, forcément, s'il y a un incendie, s'il y a des maladies, s'il y a une tempête juste sur votre localité, bah voilà, vous pouvez être impacté. Si on compare ça, du coup, au groupement foncier forestier, là, on a l'avantage de se mettre à plusieurs. Et donc, quand on se met à plusieurs, on peut, du coup, généralement acquérir une surface de forêt qui est un peu plus étendue. Parfois, on peut avoir deux forêts distinctes. Généralement, les groupements fonciers forestiers sont quand même assez localisés géographiquement, hein. On va avoir deux forêts qui sont un peu mitoyennes. Ça peut être ce genre de disposition. On a un ticket d'entrée, donc un montant investi au départ qui est un peu plus accessible. Comme on s'y met à plusieurs, voilà, on n'est pas obligé d'y aller à parts égales. On peut voilà, rentrer dans un groupement foncier forestier avec juste quelques parts. En revanche, dans les inconvénients de ce type d'investissement, il faut bien l'avoir en tête, c'est la gestion forestière se décide à plusieurs. Et donc, si vous êtes avec des personnes qui n'ont pas la même vision de ce que doit être la gestion de la forêt, si vous n'êtes pas actionnaire majoritaire du groupement forestier, vous n'aurez pas la décision sur la gestion. Et autre point qui est intéressant, c'est que dans ce cadre du groupement foncier forestier, vous avez une responsabilité qui est quasiment illimitée, je précise. C'est-à-dire que si jamais le groupement foncier forestier a des dettes, vous êtes redevable au-delà de vos apports. C'est-à-dire que si vous avez mis 20 000 €, mais que le groupement forestier est endetté, par exemple, au niveau d'1 million, eh bien, vous aurez en fait la dette du million en fonction de votre apport. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, je pourrais en reparler ou prendre du temps pour les questions pour préciser ce point-là. Et puis après, on a les deux modes qui sont plus des principes d'investisseurs, où là, on va être du coup sur le GFI ou la foncière. L'avantage, c'est que toute la gestion, à la fois administrative et forestière, est déléguée du coup au gérant du GFI ou de la foncière. Vous mutualisez aussi beaucoup le risque, parce que généralement, les GFI et les foncières ne vont pas investir dans un seul massif, mais plusieurs massifs, souvent dans plusieurs régions françaises, et c'est eux qui pilotent le tout. Les tickets d'entrée sont relativement accessibles. On parle de quelques centaines à quelques milliers d'euros pour le prix d'une part. En GFI, il faut avoir en tête que les frais de gestion et les frais d'entrée peuvent être assez élevés, ce qui est cohérent parce qu'en fait, vous avez délégué 100% de la gestion. En fait, vous êtes un investisseur plutôt passif. Donc, les frais d'entrée peuvent être assez élevés. En revanche, et vous avez un moindre contrôle sur la gestion forestière. D'où l'intérêt de bien choisir en fait le GFI et ou la foncière dans laquelle vous allez investir et de s'assurer en fait que les gestionnaires forestiers derrière ont bien des pratiques qui sont en accord avec vos valeurs. Je ne sais pas si d'abord Florent voulait rajouter quelques mots sur la partie GFI ou foncière. Non, parfait. Non, tu as très bien résumé les choses. Merci, merci Gaël. J'essaie d'être complet. Je pourrais répondre après à des questions si jamais il y a des sujets là-dessus. Et après, avant de passer justement aux questions-réponses, je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble d'un point de vue fiscalité pour faire très rapidement, parce qu'on aimerait bien prendre quelques minutes pour les questions. Vous avez 4 avantages fiscaux principaux sur l'investissement en forêt. Il y a soit des réductions d'impôts, soit des crédits d'impôt à l'acquisition. Et c'est plutôt dans le cadre d'investissement en commun, donc à plusieurs, donc soit le GFF, GFI ou foncière. Vous
vous avez la plupart du temps des exonérations sur l'impôt sur la fortune immobilière aussi, sur la valeur des forêts. Donc, c'est 75% de la valeur des forêts qui sont exonérées d'impôt sur la fortune immobilière. Pour les entrepreneurs, si certains sont intéressés, sachez qu'il est possible d'utiliser le dispositif de remplacement pour investir en forêt, mais il y en a assez peu de véhicules. Et surtout, ce pourquoi c'est très connu la forêt, vous avez des abattements à la transmission, donc c'est-à-dire au moment de votre décès, il n'y a que 25% de la valeur de la forêt qui sera pris en compte dans le calcul des droits de succession. Et ça, c'est vrai pour la plupart des véhicules, sauf pour les foncières. Là, du coup, je me permets de faire juste un point rapide. Vas-y. Dans ma case SCA, il y a beaucoup de… Ouais, il y a beaucoup de différences. Donc là, on est à 25% d'avantage fiscal. Nous sommes ESUS, donc on a bien l'exonération IFI. Nous sommes bien assujettis au réemploi 150.0 BTR. Et en effet, pas de monichon. Voilà. Et du coup, typiquement, en fait, cette slide-là, elle est intéressante pour comprendre, en fait, en fonction de vos enjeux et de vos enjeux notamment fiscaux, ça va être intéressant de se diriger vers l'un ou l'autre des moyens d'investissement. Et c'est typiquement quelque chose qu'il faut regarder au même titre que les autres questions dont je parlais précédemment, vos objectifs, votre horizon de temps, pourquoi est-ce que vous le faites, etc. J'ajoute deux petites choses sur le GFI. Il y a bien 18% de réduction d'impôt. Il y a une exonération d'IFI a priori à 100% sous réserve de détenir moins de 10% du capital, ce qui en général est le cas quand on souscrit dans un GFI. Sinon, effectivement, on tombe à 75% d'exonération, mais c'est plutôt 100% d'exonération d'IFI. Ça ne rentre pas dans l'assiette d'IFI, ça ne vient pas alourdir la facture de ce point de vue-là. Et sur la transmission, les dispositifs monichons, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est 75% d'abattement sur tout ce qui est transmis dans le cadre d'une succession ou d'une donation. En l'occurrence, dans le GFI, il y a une partie de forêt. Enfin, la tirelire a été utilisée pour acheter des forêts. Donc, il y a des forêts d'un côté, et c'est sur la valeur de ces forêts qu'on va appliquer les 75% d'abattement. Donc, si les forêts valent 80, et ben, en réalité, pour la fiscalité à payer dans le cadre d'une transmission, on va considérer que ça vaut 20. Il y a 75% d'abattement. En revanche, pour l'argent qui est resté dans la tirelire, la trésorerie, là, c'est fiscalisé normalement. Voilà. Il faut avoir ça en tête pour que ce ne soit pas déceptif, je dirais, en fiscalité. Je l'avais précisé en bas, mais tu fais bien de le préciser en direct. Eh bien, si vous voulez, on peut prendre un peu de temps pour répondre à vos questions. Dans cette veine fiscale, pardon, je vois une question des tarifs de frais chez Cœur Forest et chez Serveur. Peut-être qu'après, on pourra repartir sur des choses plus forestières et plus loyauses. Mais chez Serveur, nous, on est à 5% de frais à l'entrée, pas de frais de gestion, pas de frais de sortie. Et nous, côté Cœur Forest, on est à 10% de frais de gestion à l'entrée parce qu'on est en fait distribué par des conseillers en gestion de patrimoine et des intermédiaires, donc ça nous sert à les rémunérer. Et on a 0,74% de frais de gestion annuels. Ouais, il y avait un petit warning sur la fiscalité. Effectivement, je ne l'ai pas reprécisé, mais cette fiscalité, bien sûr, hein, c'est dans le contexte actuel. On ne sait pas, on verra en fonction des nouvelles lois 2026 et des nouveaux décrets, évidemment. Profitez-en jusqu'au 31/12. Tout ce tableau est encore valable au 31/12. Il y avait toujours une question sur la fiscalité, je la prends rapidement. À l'acquisition, quelle est la durée minimale de conservation de la forêt pour bénéficier de l'avantage fiscal? Ça va être soit 5, soit 7 ans de détention en fonction du dispositif utilisé. Donc, ça peut être, soit ça peut être 5 ans si c'est dans le cadre du défi forêt, et sinon, c'est 7 ans typiquement si on est dans le cadre de l'agrément ESUS. Voilà. Enfin, l'agrément ESUS, c'est 5 ou 7 ans en fonction de si on revend, si elle revend ou pas. En tout cas, Serveur s'engage à vous racheter vos parts au prix de la part future au moment de votre vente à 7 ans, et à 5 ans, vous pouvez sortir et revendre vos parts à n'importe qui sur le marché secondaire. Ouais. Même principe chez Cœur Forest. Donc, moi, je conseille plutôt de garder en tête le délai de 7 ans. Et en réalité, c'est jusqu'à la fin de la 7e année qui suit celle de la souscription. Donc, si vous souscrivez le 31/12 de cette année, ça sera effectivement que 7 ans. Si vous souscrivez le 1er janvier de l'année suivante et que le dispositif existe toujours, ce sera plutôt 8 ans en réalité de détention. Voilà. C'est bien dit.
Et puis de toute façon, on peut le rappeler, mais l'horizon d'investissement dans la forêt, il faut garder en tête que c'est un investissement de long terme. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pour nous, c'était évident. Et donc l'horizon d'investissement, on parle plutôt de 8 à 10 ans, voilà, pour avoir un beau cycle, un début de cycle forestier en tout cas. C'est vraiment l'investissement de long terme. Alors, je vais essayer de remonter un peu, voir, il y avait des questions intéressantes qu'on n'a pas abordées. Est-ce que, alors pour Florent et d'abord, est-ce que toutes vos forêts sont certifiées PEFC et ou FSC, j'imagine? Oui. Alors oui, pareil, on pourrait passer un autre webinaire là-dessus. Je pense, hein, je parle pour moi, mais je pense parler aussi pour toi d'abord. On fait vraiment de la surqualité par rapport à ces labels-là qui sont en fait extrêmement de bas étage. C'est comme le producteur de vin naturel qui veut pas se mettre en bio parce que en fait il est tellement au-dessus de ça qu'il a pas ses clients savent que ça sert à rien d'avoir le bio, il est au-dessus. Eh bien nous c'est pareil, on fait vraiment de la surqualité par rapport à ces labels. Donc on les a parce que il faut les avoir pour vendre son bois à un prix un peu meilleur, mais globalement on est vraiment très très au-dessus de ce qu'ils demandent. Complètement d'accord. Il y avait une autre question qui était, est-ce qu'il y a des réflexions sur la distribution de dividendes climat pour ce type d'actifs? Alors, je ne sais pas si vous êtes au sujet des réflexions sur les dividendes climat et si vous avez regardé ça pour vos actifs. Mais... Alors, moi, je répondrais que les dividendes climat, ils vont se matérialiser sous la forme de crédit carbone, crédit biodive. Et donc, ça va, si c'est vendu, effectivement, les investisseurs dans le GFI ou dans la foncière vont percevoir des revenus additionnels en plus des revenus du bois. Donc, ça reste un dividende financier. Un dividende climat, le principe, je pense que c'est de se dire, j'ai investi et derrière, j'ai pour moi le fait d'avoir généré tant de crédits carbone qui n'ont pas nécessairement été vendus, que je n'ai pas forcément acheté même moi-même en tant qu'entreprise ou particulier. C'est une chose qu'on pourrait envisager et on pourrait même valoriser à côté. Le problème, c'est que les outils comme les GFI, qui sont très régulés, se prêtent pas facilement à ce type d'innovation qui doit être validée par l'autorité des marchés financiers. Voilà. Ouais, pareil, on est en réflexion autour de tout ça, aligné avec les avancées de d'abord. Mais voilà, tout pareil. Ok. Alors, j'ai une question sur la SMCC. Est-ce que la SMCC n'est pas un idéal à atteindre par rapport à de la futaie irrégulière, par exemple, souvent plus applicable à court terme? Très peu de différence entre les deux. Pour ainsi dire, la SMCC, le résultat, c'est une futaie irrégulière, sauf qu'il y a vraiment toutes les générations d'arbres. Enfin, l'idéal de la forêt, c'est avoir des bébés, des ados, des jeunes adultes, des adultes un peu plus âgés, et puis des vieux, et avoir une sorte de, on appelle ça un capital d'équilibre. Vous voyez, même en sylviculture, on parle de capital bois. D'ailleurs, je voyais une question qui disait, je rebondis là-dessus, que est-ce que acheter de la forêt, c'est pas juste une approche capitaliste de s'approprier le vivant? Est-ce que c'est pas mieux de planter des arbres? Ben, en fait, non, parce que l'homme a créé un très gros problème qui est le réchauffement climatique, qui est d'une ampleur et d'une rapidité que la terre et la forêt, par définition, a jamais connu. Et donc, je pense qu'il est assez utile et même constructif en tant qu'homme, d'essayer de donner un coup de pouce à la forêt pour relever ce défi-là, parce qu'il est vraisemblable qu'elle n'y arrive pas toute seule. Donc, essayer de corriger un peu le problème qu'on a, l'énorme problème qu'on a, dont on est responsable. Et globalement, planter de la forêt, qui est-on en tant qu'humain pour anticiper sur les 500 prochaines années l'écosystème que va créer, que la Terre doit créer à cet endroit-là? On a 99 chances sur 100 de se planter en plantant, justement. Donc, non, planter de la forêt, c'est vraiment pas une solution. Il vaut mieux préserver ce qu'on a et ce que la nature a créé, plutôt que vouloir faire nous-mêmes et donner notre avis. Très bien. Il y avait quelques questions sur
l'évolution de la filière bois en France, et je vais les grouper toutes les deux si ça vous va. Il y en avait une qui disait la France devrait doubler au cours de ces 15 prochaines années la part de bois utilisée dans la construction. Est-ce que l'utilisation de la SMCC permet d'atteindre cet objectif-là? Est-ce qu'il est viable? Et puis, vous pouvez peut-être essayer d'y répondre en même temps. Développez-vous la filière bois en parallèle? À qui vendez-vous le bois? Je sais que c'est... Les forêts françaises sont largement en capacité d'assurer l'ensemble de la consommation de bois française. Il suffit juste d'adopter les bonnes méthodes tout en préservant tout ça. Parce que la construction, mais en fait, il y a plein d'autres domaines dans lesquels l'industrie française est assez gourmande en bois. Et la deuxième question, pardon, j'avais une... C'était à qui vendez-vous vos bois? Ouais, alors nous, on a vraiment une approche locale extrêmement importante. C'est aussi un des grands axes de Cervère. Il faut savoir qu'en 1965, il y avait 10 000 scieries en France et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 1000. C'est-à-dire qu'en ce laps de temps, il y a 2 scieries par semaine, toutes les semaines, qui ont fermé leurs portes. C'est absolument astronomique. Donc, en fait, il y a des grosses scieries qui se sont créées, qui font des milliers de mètres cubes de bois par jour, et des petites scieries dans les vallées familiales, qui ont complètement fermé leurs portes. Et nous, on essaie vraiment d'engager un dialogue à l'échelle locale avec ces petites scieries, à notre échelle évidemment, très humblement, mais pour vraiment garder cet écosystème local. Et socialement, c'est vraiment là notre enjeu, l'enjeu de Cervère, c'est vraiment celui-là. Alors même objectif, je dirais, en termes de maintien du tissu économique local, c'est hyper précieux parce que c'est des gens qui ont des savoir-faire, hein, au-delà de maintenir des emplois. C'est vraiment des savoir-faire qui sont assez spécifiques, qui connaissent bien la matière qui est là en présence dans leur territoire. Donc, c'est même très utile pour le propriétaire forestier que d'avoir accès à ces sieurs. Et donc, nous, on essaie de rester dans un rayon de 100 km pour vendre nos bois et de les vendre à des transformateurs et non pas, ça sera plutôt l'exception, à des négociants qui peuvent derrière en faire ce qu'ils veulent. L'idée, c'est que le bois soit vraiment transformé au plus près. Il faut se dire que la filière forêt-bois, c'est 450 000 emplois en France. C'est plus que l'industrie automobile. Il faut la maintenir. C'est quelque chose de précieux et c'est une industrie d'avenir. La demande pour le bois en termes de construction est grandissante. Je parlais l'autre jour avec un gros promoteur, Kaufmann & Broad pour ne pas le citer. Eux, ils sont à peu près 15% de construction bois. Alors, c'est particulièrement vrai dans l'habitat individuel, un peu moins dans l'habitat collectif. Ils veulent passer à 20%. Et à l'échelle nationale, on est à 7%. Et l'objectif, c'est de passer à 15% à horizon 2030. 2030, c'est demain. Et la sylviculture mélangée à couvert continu répond bien à ça parce que les principaux critères de prélèvement de bois dans une forêt gérée en sylviculture mélangée à couvert continu, c'est d'aller prélever les moins, mais mieux. Donc, des arbres qui ont atteint une sorte d'optimum économique. Si on les laisse continuer de croître, ils vont pas, leur prix au mètre cube ne va pas augmenter. Donc, généralement, on va aller sur des arbres d'assez gros diamètre qui vont permettre de faire beaucoup de choses, de faire de la tonnellerie, de faire de la charpente, de faire de la menuiserie, et puis pour les parties hautes de l'arbre, de faire d'autres choses en termes de bois d'industrie ou bois énergie. Donc, on va chercher des arbres qui se valorisent très bien et qui peuvent servir pour la construction. J'en profite pour répondre à une question que j'ai vue assez alarmiste en disant 40% des arbres vont mourir à horizon de 10 ans. Non, je ne crois pas. La mortalité en France, elle est environ de 0,5% par an. Et en termes de volume de bois qui meurt chaque année. L'accroissement, il va être quelque part en moyenne autour de 2% par an. Donc, on est encore dans une forêt qui se maintient. On peut avoir des inquiétudes sur telle ou telle essence qui est plus ou moins menacée. Mais même ça, en fonction de la station forestière, c'est-à-dire de l'endroit où elle se trouve, des conditions météo, en termes de pluviométrie, d'hygrométrie, de qualité de sol, il peut y avoir des différences extrêmement importantes. Donc évidemment, on essaie de prévoir ça. Nous, forestiers, on a des outils, des prévisions climatiques qui nous permettent d'apprécier pour chaque essence si elle est adaptée à telle région, à tel type de sol, à quel horizon, est-ce qu'en 2050, en 2070, ça va encore fonctionner. Et ça nous permet de piloter en quelque sorte la gestion forestière et de prévoir parfois des enrichissements. Donc, Florent le disait, planter, souvent, c'est se planter. Mais de temps en temps, on essaie aussi d'accompagner par petites touches en introduisant des essences un peu plus résilientes au changement climatique.
Peut-être une dernière question. Alors, ça va peut-être être facile à répondre, mais qui gère les forêts dont vous faites l'acquisition? Alors, chez Server, c'est soit en interne, soit par d'abord, à parler de l'association ProSilva, c'est une association de forestiers et d'entreprises de travaux forestiers qui sont adeptes de la SMCC globalement, et en tout cas de la sylviculture un peu douce. Donc, nous, on fait appel soit aux forestiers uniquement ProSilva, soit en interne, qui sont aussi ProSilva, mais qui répondent à ces questions-là, en fonction de la géographie, etc., du secteur. Toujours en partenariat en fait entre l'équipe de gestion interne qui va piloter en fait des partenaires sur le terrain. Ça fait partie aussi de cette idée de faire vivre le tissu économique local. Donc à chaque fois, on a un partenariat avec un expert ou un gestionnaire forestier local qu'on sélectionne pour sa capacité justement à respecter un cahier des charges assez exigeant qui est celui de la sylviculture mélangée à couvert continu. C'est une sylviculture qui est assez précise et il y a suffisamment de gens qui la connaissent, mais il faut savoir les trouver. Et ProSilva est d'ailleurs un très bon vivier pour ça. Ok. Je vous propose de conclure si ça vous va. Alors malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais je vous ai mis en dessous les contacts si vous voulez parler soit à côté de la crèmerie, soit Server, soit Cœur Forest. N'hésitez pas à leur envoyer des messages si jamais vous avez des questions complémentaires à l'issue de ce webinaire. Je voulais vous remercier toutes et tous pour votre présence. Merci beaucoup Florent, merci beaucoup d'avoir pour votre temps et votre expertise. Et puis, on se retrouve prochainement pour un prochain webinaire, si ça vous va. Ouais, merci à tous, merci Gaël pour l'organisation de ce webinaire. Merci d'avoir. Et je coupe l'enregistrement.